Avril 1943, le soleil brûlant du nord de l'Afrique frappait 3 femmes allemandes debout sous une tente d'interrogatoire britannique près des ruines de Bizerte, en Tunisie. Greta Hoffmann se pressait contre Liesl Bauer et Margaretha Schneider, sa main tremblant. Un officier britannique passa devant elle, parlant à un autre soldat. Les paroles qui sortaient de sa bouche firent s'arrêter le cœur de Greta. Il parlait l'allemand parfait, pas l'allemand cassé, pas l'allemand avec un accent. L'allemand parfait, comme s'il avait grandi à Hambourg, tout comme elle. Greta saisit le bras de Liesl et chuchota. « Tu as entendu ça ? Sommes-nous dans le mauvais pays ?» Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent de confusion. Même Magda, qui restait toujours calme, semblait troublée. Elles avaient été capturées par les Britanniques il y a 3 jours. Tout ce qu'elles savaient leur disait que les Britanniques parlaient l'anglais, pas l'allemand. Quelque chose n'allait pas, ou peut-être que quelque chose était très différent de ce qu'on leur avait dit. Le printemps de 1943 apporta le désastre aux forces allemandes en Afrique du Nord. Après des mois de combats dans le désert, l'Afrique de Rommel s'effondra finalement. Les armées britanniques et américaines se rapprochaient de tous les côtés. Au début de mai, environ 130 000 soldats de l'Axe se rendirent en Tunisie. Parmi eux se trouvaient 847 femmes allemandes qui servaient dans la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Ces femmes se travaillaient en casting comme opératrices radio, commises aux chiffres et personnel des signaux. Elles n'étaient pas des combattantes, mais elles portaient des satres, des uniformes et servaient leur pays. Greta Hoffmann avait 24 ans et venait de Hambourg, une grande ville portuaire dans le nord de l'Allemagne. Son père possédait une petite boutique vendant des produits importés avant la guerre. Elle avait grandi dans la classe moyenne, confortablement, et croyait à la cause. Et il y a 2 ans, elle avait rejoint le corps des signaux de la Luftwaffe pour faire sa part. Elle travaillait comme opératrice radio, envoyant et recevant des messages codés. À la maison, son fiancé servait sur un sous-marin quelque part dans l'océan Atlantique. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis 8 mois. Chaque nuit, elle se demandait s'il était toujours vivant. Liesl Bauer n'avait que 19 ans et venait d'un petit village agricole en Bavière, dans les montagnes du sud de l'Allemagne. Sa famille cultivait du blé et des pommes de terre sur leur petite ferme. Quand la guerre a commencé, il n'y avait pas de travail dans son village. Tous les jeunes hommes sont partis combattre. Liesl a rejoint la Luftwaffe parce qu'elle avait besoin de manger et voulait aider l'Allemagne à gagner. Elle travaillait comme commis aux chiffres, transformant les messages codés en allemand lisible. Elle écrivait des lettres à sa mère chaque semaine, lui parlant du temps chaud et du sable qui s'infiltrait partout. Margaretha Schneider, que tout le monde appelait Magda, avait 31 ans et venait de Berlin, la capitale. Elle avait fréquenté l'université, ce qui était rare pour une femme en Allemagne. Elle parlait 3 langues et comprenait comment fonctionnait le monde. Magda avait rejoint le corps des signaux au début de la guerre et était devenue officier supérieur. Elle était assez intelligente pour voir à travers une partie de la propagande, mais elle gardait ses doutes secrets. Parler contre le gouvernement pouvait vous faire tuer. Pendant des mois, ces 3 femmes et 844 autres ont servi dans une station de signaux en Tunisie. Elles vivaient sous des tentes. Elles mangeaient du pain sec et une soupe mince. Elles envoyaient des messages sur les mouvements de troupes et les lignes d'approvisionnement. Elles regardaient la guerre devenir mauvaise. Les soldats allemands ont commencé à se retirer. Les approvisionnements ont cessé d'arriver. Puis les chars britanniques et américains sont apparus à l'horizon. Les commandants allemands leur ont dit à quoi s'attendre si elles étaient capturées. La propagande était claire et terrifiante. Les Britanniques exécuteraient les prisonnières ou les forceraient aux travaux forcés, ou pire encore, des choses que les officiers ne diraient pas à haute voix, mais tout le monde comprenait. On leur avait enseigné de détruire tout leur équipement et de combattre jusqu'à la mort plutôt que de se rendre. Être une femme aux mains de l'ennemi signifiait l'horreur certaine. Du moins, c'est ce qu'on leur avait dit. Ce même jour, près de la ville côtière de Bizerte, leur unité de signaux a été abandonnée. L'armée allemande s'est retirée si vite qu'elle a laissé les femmes derrière. Les chars britanniques ont roulé dans leur camp à l'aube. Les femmes n'avaient pas d'armes. Elles n'avaient aucun moyen de s'échapper. Elles ont levé des drapeaux blancs faits de draps de lit. 847 femmes se tenaient ensemble sous le soleil du matin, attendant de voir si la propagande était vraie.
Les soldats britanniques étaient professionnels. Ils ont fouillé le camp mais n'ont fait de mal à personne. Ils ont rassemblé les 847 femmes au centre du camp. Un officier britannique se tenait sur un camion et parlait par un haut-parleur. Son anglais a été traduit par un autre soldat. Elles étaient maintenant des prisonnières de guerre. Elles seraient traitées et transportées. Elles seraient expédiées de l'autre côté de l'océan Atlantique. C'est tout ce qu'on leur avait dit. Greta sentit son estomac se serrer. De l'autre côté de l'Atlantique signifiait l'Amérique ou le Canada. Cela signifiait des milliers de kilomètres de la maison. Cela signifiait des mois ou des années avant de revoir l'Allemagne, si jamais. Laïzel a commencé à pleurer doucement. Magda a mis son bras autour de la jeune femme, mais n'a rien dit. Son visage restait impassible, mais son esprit s'accélérait. Où allait-elle vraiment? Que leur arriverait-il? Les femmes ont été chargées dans des camions et conduites à un camp britannique plus grand. On leur a donné des numéros et elles ont été traitées comme des marchandises. Elles se tenaient dans de longues files sous le soleil brûlant. Les soldats britanniques vérifiaient leurs noms contre des listes. Les officiers des médicaux les examinaient pour les maladies. On leur a donné des vêtements propres. Les Britanniques étaient efficaces et froids, mais pas cruels. Personne ne les a frappés. Personne ne les a menacés. Cela a confus Greta. Où était la torture? Où était la violence qu'on leur avait promise? La nuit, les 847 femmes ont été enfermées dans un grand entrepôt. Elles avaient loti des couvertures et de l'eau. Certaines femmes pleuraient, d'autres priaient, quelques-unes arguaient que ce n'était que le début, que l'horreur réelle viendrait plus tard. Greta s'allongea sur sa couverture et pensa à son fiancé. Elle se demandait s'il savait qu'elle avait été capturée. Elle se demandait s'il mangeait mieux qu'elle. Elle se demandait si elle le reverrait un jour. Magda s'assit le dos contre le mur et regarda les autres femmes. Elle pensait à l'officier allemand qui leur avait dit que les Britanniques les tueraient. Elle pensait aux soldats britanniques qui leur avaient donné de l'eau et des couvertures. Elle pensait à la propagande et à la réalité. Elles ne correspondaient pas même un peu. Cette pensée lui faisait peur plus que n'importe quoi d'autre. Si la propagande se trompait sur cela, sur quoi d'autre se trompait-elle? Les femmes ont passé 3 semaines dans le camp britannique. Puis vint l'annonce, elles montraient à bord de navires à destination du Canada. 847 femmes traverseraient l'océan vers un endroit qu'aucune d'elles n'avait jamais vu, un endroit qu'elles ne connaissaient que parce que la propagande leur avait dit. Et après ce que Greta avait entendu cet officier britannique parler dans la tente, après avoir entendu l'allemand parfait des lèvres de l'ennemi, elle commençait à se demander si quelque chose de ce qu'on leur avait dit était vrai. Les femmes faisaient dos face à l'inconnu. Elles ne savaient pas ce qui venait ensuite, mais elles étaient sur le point de découvrir que parfois vos ennemis connaissent votre langue mieux que vous ne connaissez la vérité. Mai 1943, les Britanniques ont chargé les 847 femmes allemandes sur un énorme navire appelé le HMS Empress of Canada. Le navire était énorme, plus grand que n'importe quel bâtiment que Greta n'avait jamais vu. C'était un paquebot avant la guerre, construit pour transporter des gens riches de l'autre côté de l'océan dans le confort. Maintenant, il transportait des prisonniers. Avec les femmes, 2400 soldats allemands étaient également à bord. Les hommes ont été gardés sur des ponts différents. Les femmes ne les verraient pas pendant le voyage. Greta, Laïzel et Magda descendirent un escalier métallique dans le navire. Elles s'attendaient à être jetées dans les cales. Elles s'attendaient à l'obscurité et aux chaînes. À la place, les marins britanniques les ont menées à de petites cabines de passagers, de vraies pièces avec des lits, pas de paille sur le sol, pas de hamac, de vrais lits avec des matelas. Laïzel toucha le lit comme si elle pensait qu'il pourrait disparaître. Elle dormait sur la terre et le sable depuis 6 mois. Ce matelas ressemblait à un nuage. Chaque cabine avait 4 lits. Des draps blancs propres étaient pliés sur chaque matelas. Greta prit un drap et le sentit. Il sentait le savon. Du vrai savon, pas le savon dur qu'elles avaient en Tunisie. La cabine avait même un petit lavabo avec de l'eau courante. De l'eau froide mais propre. Elle tourna le robinet et regarda l'eau claire couler. Dans le désert, l'eau venait dans des conteneurs rouillés et avait le goût du métal. Cette eau semblait pure. Le navire a quitté le port le 28 mai 1943. Le moteur gronda profondément sous leurs pieds.
Greta se tenait sur le pont et regardait la côte africaine disparaître. Elle ne savait pas si elle reverrait l'Europe un jour. À côté d'elle, Laezel pleurait doucement. Magda se tenait les bras croisés, regardant l'océan avec des yeux attentifs. Elle regardait toujours, pensait toujours. Ce premier soir, les marins britanniques vinrent aux cabines et dirent aux femmes de les suivre à la salle à manger. Les femmes marchaient, en silence dans les couloirs étroits. Elles entrèrent dans une grande pièce avec des tables et des chaises. L'odeur les frappa d'abord. Du pain frais qui cuit. L'estomac de Greta gronda si fort que Laezel l'entendit et faillit rire. Quand était la dernière fois que l'une d'elles sentait du pain qui n'était pas mélangé avec de la sueur pour étirer la farine? Les marins britanniques leur servirent le dîner sur des plateaux métalliques. Greta regarda son plateau et compta tout ce qui s'y trouvait. 2 tranches de pain blanc avec du vrai beurre, une tasse de café qui sentait comme de vrais grains de café, pas le substitut de grains grillés qu'elle buvait en Allemagne. Un morceau de poisson avec des pommes de terre bouillies, un petit bol de pêche en conserve. Elle prit le pain et toucha le beurre. Il était jaune et mou. Du vrai beurre. Elle n'avait pas vu de vrai beurre depuis plus d'1 an. Laezel mangeait lentement, comme si elle avait peur que la nourriture soit enlevée. Elle chuchota à Greta. « C'est mieux que ce que nous avons mangé en Tunisie, pendant des mois. » Greta hocha la tête. C'était mieux que ce que les soldats allemands mangeaient n'importe où. La propagande disait que les Britanniques mouraient de faim à cause des sous-marins allemands. Ces gens n'avaient pas l'air de mourir de faim. Le lendemain matin apporta une autre surprise. Le petit déjeuner. 3 repas par jour tous les jours. Le petit déjeuner était de la bouillie avec du lait et du sucre, du pain avec de la confiture et du thé. Greta écrivit dans son petit journal qu'elle gardait caché dans la poche de sa robe. Elle écrivit la date, puis les mots. « Il nous donne plus de nourriture que notre propre armée nous en a donné. » Pourquoi ? Pendant la journée, les femmes étaient autorisées sur certaines parties du pont pour prendre l'air frais. Magda remarquait les choses. Elle remarquait toujours les choses. Elle regardait les gardes britanniques passer. Leurs bottes étaient en cuir, bien faites, avec des semelles épaisses. Pas de carton, pas de trous. Les soldats allemands en Tunisie portaient now des bottes maintenues ensemble avec du fil de fer parce qu'il n'y avait pas de pièces de rechange. Ces gardes ennemis avaient un meilleur équipement que les officiers allemands. Le 3e jour du voyage, un officier médical britannique vint examiner toutes les femmes. C'était un homme âgé avec des cheveux gris et des yeux bienveillants. Il vérifiait chaque femme pour les maladies et les blessures. Il leur donna des comprimés de vitamines dans de petites tasses en papier. Des comprimés de vitamines? Greta faillit rire. L'armée allemande ne pouvait pas obtenir de vitamines pour les soldats mourant de malnutrition en Russie, mais les Britanniques donnaient des vitamines aux prisonniers. Elle avala le comprimé et se demanda quel genre de guerre c'était. Le navire a navigué pendant 3 semaines, chaque jour, 3 repas, chaque nuit, des lits propres. Les gardes britanniques étaient fermes, mais jamais cruels. Ils ne touchaient pas les femmes, ils ne les menaçaient pas. Ils regardaient juste et s'assuraient que personne n'essayait de s'échapper. Où s'échapperaient-elles au milieu de l'océan? Laezel entendit 2 gardes britanniques parler un soir. Ils se plaignaient de la nourriture. L'un d'eux dit que les rations étaient ennuyeuses, la même chose chaque jour, ennuyeuses. Laezel voulait crier. Elle mangeait mieux sur ce navire-prison qu'elle n'avait mangé en 1 an, et ses hommes l'appelaient « ennuyeux ». Elle s'allongea dans son lit cette nuit-là et essaya de comprendre. Combien riche était ce pays pour que les gardes se plaignent de la bonne nourriture? Magda s'assit avec Greta un après-midi sur le pont. L'océan s'étendait dans toutes les directions, bleu et sans fin. Magda dit doucement « Ils nous traitent comme des humains. La propagande disait qu'ils nous traiteraient comme des animaux. Lequel était le mensonge ?» Greta n'avait pas de réponse. Elle commençait à penser que tout pourrait être un mensonge. Le 19 juin 1943, le navire arriva à Halifax, Canada. On dit aux femmes de rassembler leurs quelques affaires. Elles ont été menées hors du navire sur un quai. Le Canada, un nouveau monde. Le quai était occupé par des gens, des camions et de l'activité. Tout semblait organisé et propre. Pas de dégâts de bombes, pas de ruines. On aurait dit que la guerre n'avait jamais touché cet endroit. Les soldats britanniques et canadiens ont chargé les femmes dans des trains.
le chemin de fer canadien-pacifique, de longs trains de passagers avec des fenêtres. Les femmes montèrent à bord et trouvèrent des sièges, de vrais sièges avec des coussins. Par les fenêtres, Greta pouvait voir la ville de Halifax. Les bâtiments se dressaient hauts et entiers. Les magasins avaient des marchandises dans les vitrines. Les gens marchaient dans les rues en vêtements propres. Personne n'avait l'air affamé. Personne n'avait l'air effrayé. Le train a commencé à se déplacer vers l'ouest. Pendant des jours, ils ont traversé le Canada. Greta appuya son visage contre la fenêtre et ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Des forêts qui s'étendaient à jamais. Des terres agricoles si énormes qu'elles lui donnaient le vertige. Des villes et des cités qui n'avaient aucun dégât de bombe du tout. La nuit, les lumières brillaient dans chaque fenêtre. Pas de couvre-feu, pas de peur des bombardiers. Laisel chuchota. Ils n'ont même pas peur. La guerre ne les a pas touchés. Chaque gare qu'elle passait avait des magasins pleins de marchandises. Les gens se tenaient sur les quais ayant l'air bien nourris et en bonne santé. Magda regardait tout et ne disait rien. Mais Greta la vit écrire dans un petit carnet. Magda gardait une trace. Elle comptait et mesurait et pensait. Quelque chose n'allait pas avec ce qu'on leur avait enseigné. Ou quelque chose allait très bien avec ce pays étrange qui parlait l'anglais et nourrissait ses ennemis mieux que l'Allemagne ne nourrissait ses soldats. Le 22 juin 1943. Le train a ralenti en fin d'après-midi. Greta regarda par la fenêtre et vit une petite gare devant. Les autres femmes y ont commencé à rassembler leurs affaires, pensant que ce pourrait être leur arrêt final. Le train siffla et grinça en s'arrêtant. Par la fenêtre, Greta pouvait voir un panneau en bois suspendu au-dessus du quai. Elle le lut à haute voix, Kitchener, Ontario. Les portes s'ouvrirent et les gardes canadiens leur dirent de descendre sur le quai. Les 847 femmes descendirent des wagons, clignant des yeux sous le soleil brillant de juin. L'air sentait différent ici, frais et vert, comme l'herbe, les arbres et les choses qui poussent. Un homme dans un uniforme soigné s'avança vers elle. Il ressemblait à un chef de gare. Il s'arrêta devant le groupe et ouvrit la bouche pour parler. « Bienvenue à Kitchener, bienvenue à Kitchener. S'il vous plaît, suivez-moi en allemand, l'allemand parfait. » Le même allemand que la grand-mère de Greta parlait à Hambourg. Chaque femme se figea complètement. 847 femmes se tenaient complètement immobiles, regardant cet homme canadien parlant leur langue. Laisel saisit le bras de Greta si fort que cela faisait mal. Elle chuchota. « Est-ce un piège? Un test? Essaie-t-il de nous attraper en disant quelque chose ?» Les yeux de Magda s'aiguisèrent. Elle écouta attentivement comment l'homme parlait. Elle se tourna vers Greta et dit doucement. « C'est un accent bavarois du sud de l'Allemagne, pas quelqu'un qui a appris l'allemand à l'école. Il a grandi en le parlant. » Plus de gens sont apparus sur le quai, des civils locaux venus regarder l'arrivée des prisonniers. Deux femmes se tenaient près d'un banc parlant l'une à l'autre. Elles parlaient l'allemand, puis l'une d'elles se tourna vers un homme et passa à l'anglais, aller et retour. L'allemand et l'anglais se mélangeaient, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Un homme âgé passa en poussant un chariot. Il fredonnait une chanson. Greta la reconnut. Une chanson folklorique de la vallée du Rhin. Son père avait l'habitude de la chanter. Cet homme canadien fredonnait une chanson allemande en travaillant. Laisel regarda Greta avec des yeux écarquillés et effrayés. « Sommes-nous dans le mauvais pays? Le navire nous a-t-il menés en Allemagne par erreur ?» Mais cela n'avait aucun sens. Les panneaux étaient en anglais, les drapeaux étaient canadiens, elles étaient définitivement au Canada. Alors pourquoi tout le monde parlait-il l'allemand? Le chef de gare les mena dans la rue principale. Greta regarda tout en marchant. Un kiosque à journaux au coin avait des journaux dans 2 langues. Elle pouvait lire celui en allemand. Le Canadien Farmer's Friend, l'ami du fermier canadien, un journal allemand au Canada. Sa tête a commencé à faire mal en essayant de comprendre. Elles ont passé une église. Le panneau devant avait des mots en anglais et en allemand. Service du dimanche, 10h du matin en anglais. Service divin, 10h du matin en allemand. Les mêmes informations, 2 langues, comme si les deux étaient également normales ici. Les panneaux de rue ont attiré son attention. Frederick Street, Gall Street, Wilhelm Street, des noms allemands sur des rues canadiennes.
Magda l'a remarqué aussi, elle n'a rien dit, mais Greta la vit écrire dans ce petit carnet à nouveau. Les gardes ont mené les 847 femmes à un grand bâtiment en briques. Le chef de gare a expliqué en allemand que c'était le collège Saint-Jérôme, une école catholique. Les étudiants étaient repartis pour l'été, donc les femmes resteraient ici. Un prêtre est venu les accueillir. C'était un homme âgé avec des cheveux blancs et un visage bienveillant. Il leur parla en allemand avec un accent souabe, le même accent que la grand-mère de Leisel avait en Bavière. Leisel a commencé à pleurer, pas de peur, de confusion. Rien n'avait plus de sens. Le prêtre lui tapota l'épaule et dit en allemand « Vous êtes en sécurité ici, mon enfant. Aucun mal ne vous arrivera. » À l'intérieur du bâtiment, des femmes canadiennes les ont menés à de grandes pièces avec des lits, de vrais lits avec des matelas, pas de paille, pas de couverture sur le sol, des matelas avec des ressorts et des draps et des oreillers. Greta s'assit sur un lit et il était mou. Elle avait dormi sur le sol dur pendant si longtemps que le mou semblait étrange. Une femme canadienne leur montra la salle de bain. Elle tourna un robinet et la vapeur monta de l'eau chaude courante. Leisel toucha le jet et retira sa main. C'était vraiment chaud. La femme sourit et dit en allemand « Première douche chaude depuis un moment. Oui, prenez votre temps, nous avons beaucoup d'eau chaude. » Ce soir-là, elles ont été menées à une énorme salle à manger. La pièce pouvait accueillir 900 personnes facilement. De longues tables s'étendaient en rangées. L'odeur de la nourriture qui cuisait faisait saliver la bouche de Greta. De la vraie nourriture. De la viande qui cuit, du pain qui cuit, du beurre qui fond. Des femmes canadiennes en tablier apportaient des assiettes de nourriture. Greta regarda son assiette et ne pouvait pas respirer pendant un moment. Du rôti de bœuf. Une tranche épaisse de vrai bœuf, des pommes de terre en purée avec de la sauce, des carottes, 2 tranches de pain blanc avec du vrai beurre jaune, un verre de lait, une part de tarte aux pommes pour le dessert. Elle prit sa fourchette et coupa la viande. Elle compta en mangeant. Le morceau de bœuf sur son assiette pesait environ 427 grammes. Elle le savait parce qu'elle avait l'habitude d'aider son père à peser les marchandises dans sa boutique avant la guerre. 427 grammes de viande. Les rations de la Wehrmacht en Afrique étaient 200 grammes de viande par semaine. Elle mangeait plus que 2 fois la ration hebdomadaire en un seul repas. Leisel mangea sa tarte lentement, faisant durer chaque bouchée. Elle n'avait pas goûté de vraies pommes depuis plus d'1 an. Les pommes étaient sucrées et la croûte était faite avec du vrai beurre. Elle pouvait le goûter. À la table suivante, 2 femmes locales parlaient. Greta les entendit se plaindre en allemand du rationnement. Une femme dit « Seulement 450 grammes de viande cette semaine. Comment suis-je censé nourrir ma famille ?» L'autre femme était d'accord. Elles étaient contrariées d'obtenir 450 grammes. Greta voulait rire ou pleurer ou crier. Les civils allemands à la maison recevaient 250 grammes par semaine s'ils avaient de la chance. Ces femmes canadiennes se plaignaient d'obtenir plus de viande que les Allemands n'en avaient jamais vu. Cette nuit-là, allongée dans un vrai lit, sous des draps propres, Greta essaya de donner un sens à tout. « Ce doit être un camp spécial », pensa-t-elle. Pour la propagande, pour les faire croire que le Canada était riche et merveilleux. Cela ne pouvait pas être réel, cela ne pouvait pas être la vie normale ici. Cela devait être faux, cela devait l'être. Mais Magda s'assit sur son lit en écrivant dans son carnet. Elle ne disait pas grand-chose, mais Greta pouvait voir son esprit travailler. Magda additionnait les choses, comptait, mesurait, pensait. Leisel regardait juste le plafond. Elle était trop submergée pour même traiter ce qui se passait. Tout ce qu'elle pensait savoir sur l'ennemi était faux. Tout. Et c'était plus terrifiant que n'importe quelle torture n'aurait pu l'être. Parce que si c'était faux, qu'est-ce d'autre était un mensonge ? En juillet 1943, les autorités canadiennes ont décidé que les femmes prisonnières allemandes travailleraient. Selon la Convention de Genève, les prisonniers de guerre pouvaient être assignés à des travaux tant que ce n'était pas du travail de guerre. Pas de fabrication d'armes,
pas de construction de choses militaires, mais le travail agricole était autorisé, le travail en usine était autorisé, et le Canada avait besoin de travailleurs parce que tant d'hommes canadiens étaient repartis outre-mer pour combattre. Greta et Laisel ont été assignés à travailler dans une usine de transformation de viande à Kitchener. Le nom de l'entreprise était Schneider Meats. Quand Laisel a entendu le nom, elle a ri pour la première fois en plusieurs mois. Schneider était un nom allemand courant. Même les entreprises d'ici avaient des noms allemands. Magda a été assignée à travailler à l'hôpital local comme traductrice. Parce qu'elle parlait 3 langues et était instruite, ils avaient besoin d'elle pour aider les patients germanophones à parler avec les médecins anglophones. L'hôpital était heureux de la voir. Des gardes vétérans canadiens surveillaient les prisonniers. Ces gardes étaient principalement des hommes plus âgés qui avaient combattu pendant la Première Guerre mondiale. Ils étaient trop vieux maintenant pour aller combattre dans cette nouvelle guerre, alors ils gardaient les prisonniers à la place. Beaucoup de ces gardes étaient aussi d'origine allemande. Leurs grands-parents venaient d'Allemagne il y a 50 ou 60 ans. Ils parlaient de quelques mots allemands qu'ils avaient appris de leurs parents. Le premier jour à Schneider Meats, Greta a marché dans l'usine de transformation et s'est arrêtée. Le bâtiment était énorme. Des machines métalliques bordaient les murs. Des réfrigérateurs électriques gardaient la viande au froid. Tout était moderne et propre. Elle avait travaillé dans une usine à Hambourg avant la guerre. Cette usine avait un vieux équipement qui tombait constamment en panne. Ils n'avaient jamais de pièces de rechange pour réparer quoi que ce soit. Cette usine canadienne ressemblait à quelque chose du futur. Une femme s'est approchée de Greta et a parlé en allemand. « Tu dois être l'une des nouvelles travailleuses. Je suis Framit. Je vais te montrer quoi faire. » Fra Schmidt avait environ 50 ans, avec des cheveux gris et des mains fortes. Elle parlait l'allemand avec un accent de Hambourg, le même accent que Greta. Greta ne pouvait pas s'en empêcher. Elle a demandé « Tu es de Hambourg ?» Framit a souri. Mes grands-parents étaient de Hambourg. Ils sont venus au Canada en 1870. Je suis né ici, mais ma grand-mère m'a appris à parler le vrai allemand de Hambourg. Elle a dit que je ne devais jamais oublier d'où nous venions. Elles ont travaillé côte à côte en coupant et en emballant la viande. L'usine traitait 2000 porcs chaque semaine. 2000. Greta a essayé d'imaginer autant de viande. À Hambourg, les gens attendaient dans les files d'attente pendant des heures pour obtenir un petit morceau de porc. Ici, des montagnes de viande se déplaçaient dans l'usine chaque jour. Pendant leur pause du matin, les travailleurs pouvaient manger des saucisses gratuites autant qu'ils le voulaient. Greta regardait les travailleurs canadiens attraper des saucisses et les manger comme si c'était quelque chose de banal. Elle en a pris une petite et l'a mangée lentement. Cela avait le goût de vraie viande avec de vraies épices. Pas la viande mystérieuse mélangée à de la chapelure qu'ils recevaient en Allemagne. À midi, Fra Schmidt s'est assise avec Greta et a ouvert une lettre. « De ma cousine à Hambourg », a-t-elle expliqué. Elle m'écrit sur la situation là-bas. Le visage de Fra Schmidt est devenu triste en lisant. Elle dit qu'il meurt de faim, pas de viande, pas de beurre, à peine du pain. Les bombardements sont constants. Elle a regardé Greta. « Tu es aussi de Hambourg ?» Greta a hoché la tête. Elle sentait les larmes commencer mais les a retenues. Fra Schmidt a tendu la main et a touché sa main. « Ta famille ?»« Je ne sais pas, » a chuchoté Greta. « Pas de lettres depuis des mois. » Framid a serré sa main. « Je prie pour eux, je prie pour tous. » Greta a regardé cette femme. Même héritage allemand, même langue, même racine de la ville. Mais Framid vivait dans l'abondance, tandis que sa cousine mourait de faim. La seule différence était le côté de l'océan que les grands-parents avaient choisi. Pendant ce temps, Laisel a été envoyée vivre et travailler dans une ferme en dehors de la ville. Le nom de famille était Bauer, comme son nom de famille. Coïncidence, mais cela fait sourire Laisel. La famille Bauer possédait 160 acres de terre. 160 acres. La ferme familiale de Laisel en Bavière était de 40 acres, et les gens l'appelaient une grande ferme. Cette ferme canadienne était 4 fois plus grande. La famille Bauer avait 2 automobiles. 2, une pour le travail et une pour les promenades du dimanche. Ils avaient des machines à traire électriques dans la grange. Ils avaient une radio dans le salon. Ils avaient un téléphone au mur.
Laïsel a regardé ces choses comme si c'était de la magie. Monsieur Bauer était gentil, mais sérieux. Ses 3 fils étaient tous outre-mer en train de combattre avec l'armée canadienne. Sa femme, Madame Bauer, parlait l'allemand avec un accent bavarois parce que ses parents venaient de Bavière. Elle traitait Laïsel comme une invitée, pas comme une prisonnière. Elle lui a donné une chambre propre avec un vrai lit. Elle lui a donné la même nourriture que la famille mangeait. Le dimanche, Madame Bauer a invité Laïsel à se joindre à eux pour le dîner. Poulet rôti, pommes de terre avec du beurre, légumes frais du jardin, un gâteau aux pommes pour le dessert, du vrai sucre dans le gâteau, de vrais œufs, du vrai tout. Laïsel a mangé, avec soin, essayant de ne pas avoir l'air de mourir de faim, même si une partie d'elle avait toujours faim. Madame Bauer l'a remarqué, elle a mis plus de nourriture dans l'assiette de Laïsel. « Mange, mon enfant, tu es trop maigre. Nous avons beaucoup, beaucoup. » Ce mot a résonné dans la tête de Laïsel. Ils avaient beaucoup tandis que leur fils combattait une guerre. Sa famille n'avait rien tandis que son frère combattait la même guerre de l'autre côté. Comment cela pouvait-il être ? À l'hôpital, Magda travaillait avec des médecins et des infirmières. Elle traduisait pour les patients âgés, germanophones, qui n'avaient jamais appris l'anglais. Eh bien, un jour, elle traduisait pour une femme âgée qui avait besoin d'une chirurgie. Le dossier de la femme disait qu'elle avait 3 fils. Les 3 servaient dans l'armée canadienne. Les 3 combattaient contre l'Allemagne en ce moment. Magda a dû demander « Vos fils combattent pour le Canada, mais vous parlez l'allemand à la maison ?» La femme âgée l'a regardée avec des yeux fatigués. « Nous parlons l'allemand parce que c'est notre langue. Nous sommes Canadiens parce que c'est notre pays. On peut être les deux. Nous ne combattons pas pour l'Allemagne. Nous combattons contre les nazis. » Magda a senti quelque chose se briser en elle. On peut être allemand et être libre. On peut aimer sa langue et sa culture sans aimer le gouvernement. Cette idée était nouvelle. En Allemagne, aimer sa culture signifiait aimer le parti nazi. C'était la même chose, mais ici c'était séparé. La nuit, les femmes se rassemblaient au collège Saint-Jérôme dans leur chambre de dortoir. Elles parlaient tranquillement de ce qu'elles voyaient pendant la journée. Greta leur a parlé de l'usine de viande. Ils gaspillent plus de viande en rognure que nous n'en voyons en un mois. Les travailleurs grignotent des saucisses pendant les pauses. Des saucisses comme si c'était rien. Laïsel a parlé de la ferme Bauer. Ils ont 2 voitures, 2 et des machines électriques et un téléphone. Ma famille en Bavière n'a même pas l'électricité dans la grange. Une autre femme nommée Anna travaillait dans une usine de meubles. Les machines Todor ne tombent jamais en panne parce qu'elles ont des pièces de rechange pour tout. Tout. Quand quelque chose se casse, ils le réparent le même jour. En Allemagne, nous attendions des mois des pièces qui ne venaient jamais. Certaines des jeunes femmes ont commencé à pleurer. Une fille a dit « Mon frère est en Russie, en train de manger du pain gelé et de combattre avec des fusils cassés. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous si pauvres et eux si riches ?» Magda a parlé tranquillement. Parce qu'ils ne dépensent pas tout pour la guerre. Ils envoient des hommes combattre, oui, mais leur économie fonctionne toujours. Leur peuple mange toujours. Ils ont construit un pays qui peut se permettre de combattre et de prendre soin de la maison. Une femme plus âgée nommée Hilda s'est mise en colère. C'est de la propagande. Ils essaient de nous briser. Oh, c'est tout faux. Mais Greta a secoué la tête. Ce n'est pas faux. Les familles allemandes ici reçoivent d'Annan des lettres d'Allemagne. De vraies lettres de leurs proches. Tout le monde là-bas meurt de faim. Tandis que tout le monde ici se plaint du rationnement qui leur donne plus de nourriture que ce que les soldats allemands reçoivent. Les femmes écrivaient des lettres à la maison quand elles le pouvaient, mais les autorités canadiennes lisaient chaque lettre avant de l'envoyer. Rien de sensible ne pouvait être dit. Laïsel a écrit à sa mère « Le travail n'est pas difficile, la nourriture est bonne, je suis en bonne santé. » Et ce qu'elle voulait écrire était « Tout ce qu'on nous a dit était un mensonge. L'ennemi vit mieux que nous ne l'avons jamais fait, nous sommes du mauvais côté. » Greta a écrit des lettres à sa fiancée qu'elle savait ne jamais être envoyée. Elle les a écrites de toute façon. Elle a écrit « S'il te plaît, rends-toi si tu en as la chance. Ces gens ne te tueront pas, ils te nourriront mieux que la marine te nourrit, ils te traiteront comme un humain. S'il te plaît, surviens juste. » En août 1943, les preuves de pouce et des potes étaient accumulées si haut que même les vrais croyants avaient du mal à le nier.
Chaque dimanche, les services religieux, protestants et catholiques allemands se déroulaient en ville. Les programmes de radio en langue allemande venaient de Toronto. Les familles allemandes locales ont donné des livres et des magazines aux prisonniers. Certaines femmes ont reçu des colis de familles allemandes canadiennes qu'elles n'avaient jamais rencontrées. Juste de la gentillesse d'étrangers qui partageaient déjà leur langue. Les gardes eux-mêmes ont tout embrouillé. Beaucoup de gardes avaient des noms de famille allemands. Ils parlaient des bribes d'allemand apprises de leurs parents. Ils étaient polis et justes. Ils n'ont jamais frappé personne, jamais menacé personne. Ils faisaient juste leur travail. Un soir, Magda s'est assise pour écrire dans son carnet. Elle avait compté et suivi tout pendant 2 mois. Elle a regardé Greta et a dit « J'ai une question. Si c'est comme ça qu'ils traitent les ennemis, comment traitent-ils les amis ?» Greta n'avait pas de réponse. Aucune d'elles n'en avait. Elle savait juste que tout ce en quoi elle croyait s'effondrait, et la vérité qui montait pour la remplacer était plus difficile à accepter que n'importe quel mensonge qu'on leur avait dit. En septembre 1943, la communauté allemande canadienne à Kitchener avait une tradition. Chaque automne, ils tenaient l'Oktoberfest, une célébration de la culture allemande avec de la musique, de la nourriture et de la danse. Quand la guerre a commencé, ils ont arrêté de tenir le festival. Cela semblait mal de célébrer la culture allemande, tandis que le Canada combattait l'Allemagne. Mais en septembre 1943, les chefs de la communauté ont pris une décision. Ils tiendraient un petit Oktoberfest privé et ils inviteraient les prisonniers allemands à se joindre à eux. Les autorités canadiennes ont accepté. Sous la supervision des gardes, les 847 femmes allemandes pouvaient assister à une célébration en soirée au Concordia Club, le club social allemand en ville. Quand les femmes ont entendu parler de cela, elles ne savaient pas quoi penser. Une fête pour les prisonniers, rien n'avait plus de sens. Le 24 septembre 1943, les gardes ont chargé les femmes dans des camions et les ont conduites au Concordia Club. C'était un grand bâtiment en briques avec des drapeaux accrochés à l'extérieur. À l'intérieur, la salle était décorée de feuilles d'automne et d'art populaire allemand. De longues tables étaient dressées avec des nappes blanches. Un petit groupe était en train de mettre en place les instruments dans le coin. Accordéon, violon et tambour. Greta a marché dans la salle et a arrêté de respirer un moment. L'odeur. Oh mon Dieu, l'odeur. Du schnitzel frit au beurre. De la choucroute cuite avec du bacon. Des boulettes de pommes de terre bouillies dans de grands pots. De la strudel aux pommes cuisant au four. Les odeurs de la maison. Les odeurs de la cuisine de sa grand-mère à Hambourg. Elle n'avait pas senti ces aliments depuis plus de 2 ans. Ses yeux se sont remplis de larmes avant qu'elle ne puisse les arrêter. 300 civils allemands, canadiens remplissaient la salle. Des personnes âgées, des personnes d'âge moyen, des jeunes femmes dont les maris et les frères étaient outre-mer en train de combattre. Tout le monde était bien habillé. Les femmes portaient leurs belles robes, les hommes portant des chemises propres et des cravates. 50 gardes canadiens se tenaient autour des bords de la salle, regardant mais ne s'immisçant pas. La nourriture était disposée sur de longues tables. Greta a vu des plateaux de schnitzel pané, encore chauds et croustillants, des bols de choux rouges cuits avec des pommes, des montagnes de boulettes de pommes de terre avec du beurre qui fondait dessus, de la choucroute mélangée avec des morceaux de bacon, du pain de seigle tranché épais, un strudel aux pommes, doré et saupoudré de sucre. De la vraie nourriture, de la nourriture allemande, de la nourriture qu'elle pensait ne jamais goûter à nouveau. Les organisateurs ont permis à chaque femme un petit verre de bière allemande. Pas beaucoup, mais de la vraie bière allemande brassée ici à Kitchener. Liesel a pris une gorgée et a commencé à pleurer. Cela avait exactement le goût de la bière de son village en Bavière. Exactement pareil. Le groupe a commencé à jouer des chansons folkloriques allemandes traditionnelles, des chansons sur les montagnes et les rivières et la maison, des chansons que le père de Greta avait l'habitude de chanter, des chansons que la mère de Liesel fredonnait en cuisinant, des chansons que Magda a apprises enfant à Berlin. Chaque femme dans la salle connaissait ces chansons, chaque seule. Un homme âgé a traversé la salle vers Greta. Il avait peut-être 70 ans, avec des cheveux blancs et un visage bienveillant. Il s'est arrêté devant elle et a parlé, pas de l'allemand régulier, du Plattdeutsch, le dialecte parlé dans le nord de l'Allemagne autour de Hambourg. Le dialecte exact que Greta avait grandi en entendant.
Tu me rappelles ma petite fille, a dit le vieil homme en Plattdeutsch. Elle vit à Hambourg. Ta famille est de là ? Greta ne pouvait pas parler pendant un moment. Ce vieil homme parlait la langue de son enfance, la langue que sa grand-mère parlait, le parfait Plattdeutsch avec l'accent de Hambourg. Elle a finalement trouvé sa voix. Oui, Hambourg, ma famille vit là. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai pas vu ma petite fille pendant 4 ans avant la guerre. Nous avions l'habitude d'écrire des lettres, mais rien ne vient plus. Sais-tu comment c'est là-bas ? Est-elle ? Greta s'est effondrée. Toute la force qu'elle avait retenue pendant des mois s'est brisée en une seconde. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu parler de ma mère depuis plus d'1 an. Pas de lettres, rien. La ville est bombardée chaque nuit. C'est tout ce que je sais. Le vieil homme a mis sa main sur son épaule. Les larmes coulaient. Sur son visage ridé, ma petite fille, ma petite Heidi. Elle n'a que 16 ans, juste une enfant, et ils se sont tenus là en pleurant ensemble, tous les deux de Hambourg, tous les deux allemands, tous les deux terrifiés, pour la famille piégée dans une ville en feu, tous les deux victimes de la même terrible guerre, mais de côtés opposés. Comment cela avait-il du sens ? De l'autre côté de la salle, une jeune femme canadienne s'est approchée de Laïsel. La femme avait environ l'âge de Laïsel, peut-être 20 ans. Elle avait les cheveux blonds et les yeux bleus et parlait avec un accent bavarois. « Tu es de Bavière ? Je t'ai entendu parler plus tôt ?» Laïsel a hoché la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. La femme canadienne s'est assise à côté d'elle. Mes parents venaient de Bavière près de Munich, donc je n'y suis jamais allé, mais ils m'ont raconté des histoires. Elle a tordu un mouchoir dans ses mains. Mon frère est en Italie en ce moment avec l'armée canadienne. J'ai tellement peur pour lui. Chaque jour, j'attends des lettres. Laïsel a chuchoté. Mon frère est en Russie avec la Wehrmacht. J'attends aussi des lettres. Je n'ai pas entendu parler de lui depuis 9 mois. Les deux jeunes femmes se sont regardées. Même âge, même peur, même espoir que quelqu'un qu'elles aimaient survive. La femme canadienne a tendu la main et a pris la main de Laïsel. Elles se sont tenues là, en se tenant les mains. 2 ennemis pleurant pour les frères saints qui se combattaient. Laïsel a pensé que son cœur se briserait. Elles étaient pareilles. Exactement pareilles. Alors, comment étaient-elles ennemies ? Magda se tenait contre le mur, regardant tout. Elle regardait les Allemands canadiens chanter des chansons allemandes. Elle les regardait rire et parler l'allemand et célébrer leur culture. Mais ils étaient Canadiens, des Canadiens loyaux, envoyant leurs fils combattre l'Allemagne. Ils aimaient être Allemands et ils aimaient être Canadiens en même temps. Les deux, pas l'un ou l'autre. Les deux. En Allemagne, tu ne pouvais pas faire ça. En Allemagne, être allemand signifiait suivre le Führer. Cela signifiait le parti nazi. Cela signifiait tout ensemble dans un seul paquet. Tu ne pouvais pas choisir et choisir. Mais ici, ces gens ont choisi. Ils ont gardé leur langue et leur nourriture et leur musique. Ils ont jeté la dictature et la haine et la guerre. Ils ont prouvé quelque chose que Magda ne savait jamais était possible. Tu pouvais être allemand et libre. Tu pouvais aimer ton héritage sans aimer ce que l'Allemagne était devenue. Cette réalisation a frappé Magda comme un coup physique. Toute sa compréhension du monde s'est fissurée et s'est effondrée. Tout ce sur quoi elle avait construit sa vie était faux. Pas seulement faux, un mensonge. Un mensonge complet et total. La soirée s'est terminée à 9h. Les gardes ont chargé les femmes dans les camions. Le trajet de retour au collège Saint-Jérôme était silencieux. Personne n'a parlé. Elles étaient toutes trop submergées. Cette nuit-là dans le dortoir, les femmes se sont effondrées. Certaines ont pleuré tranquillement dans leurs oreillers. D'autres ont pleuré bruyamment, ne se souciant pas de qui entendait. Greta s'est assise sur son lit et a commencé à crier. Ils nous ont menti sur tout. Tout. Une jeune femme, peut-être 18 ans, a attrapé le bras de Greta. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? En quoi croyons-nous ? Greta n'avait pas de réponse. Comment reconstruis-tu toute ta compréhension du monde ? Comment acceptes-tu que tout ce pourquoi tu as combattu était basé sur des mensonges ? Certaines femmes se sont mises en colère. Anna, l'une des femmes plus âgées, a crié « C'est un piège, ils nous manipulent, ne tombez pas dedans ». Mais Laïsel a secoué la tête. Ce n'est pas un piège. Ces gens ont de la famille en Allemagne en ce moment. Ils ont aussi peur que nous. Ils ne font pas semblant. Les arguments ont duré des heures. Certaines femmes ont insisté sur le fait que c'était de la propagande.
D'autres ont accepté ce qu'elles voyaient. La plupart se situaient quelque part au milieu, confuses et perdues. Finalement, près de minuit, Magda a parlé. Elle avait été silencieuse toute la soirée. Maintenant, elle s'est levée et sa voix a coupé le bruit. Nous survivons. Nous nous souvenons de ce que nous avons vu ici. Et quand nous rentrons à la maison, nous disons la vérité. Greta l'a regardée. Quelle vérité! La voix de Magda était ferme, mais ses yeux étaient pleins de douleur. Que nous avons été mentis, que l'ennemi nous a montré plus de gentillesse que notre propre gouvernement ne l'a jamais fait. Que tu peux être allemand sans être un nazi, que la liberté existe et nous ne l'avions jamais. La salle est devenue silencieuse parce que tout le monde savait que Magda avait raison. Elles qu'ils l'avaient vu de leurs propres yeux, goûté avec leurs propres bouches, entendu avec leurs propres oreilles. La propagande était des mensonges, tout, et cette vérité était plus terrifiante que n'importe quelle torture ne pourrait jamais l'être. Greta s'est allongée sur son lit, cette nuit-là, mais n'a pas dormi. Elle a continué à sentir le strudel aux pommes, a continué à entendre le vieil homme pleurer pour sa petite fille, a continué à voir Liesl se tenir les mains avec la femme canadienne. Tout avait changé, rien ne serait jamais plus pareil. En octobre 1943, les jours après l'Oktoberfest ont tout changé. Les 847 femmes se sont divisées en groupes. Certaines ont accepté ce qu'elles avaient vu. Certaines ont refusé de le croire. Certaines étaient coincées au milieu, ne sachant plus quoi penser. Greta est devenue l'une des croyantes. Elle ne pouvait pas ne pas voir ce dont elle avait été témoin, ne pouvait pas ne pas sentir la gentillesse, ne pouvait pas ne pas entendre la vérité. Elle a commencé à parler davantage avec Framit à l'usine de viande, posant des questions sur le Canada, sur la démocratie, sur la façon dont les gens vivaient ici. Framit lui a apporté de vieux journaux allemands d'avant la guerre, des journaux qui disaient des choses différentes des journaux nazis, des journaux qui critiquaient ouvertement le gouvernement. Greta a regardé ces journaux comme s'ils étaient des armes dangereuses. En Allemagne, critiquer le gouvernement vous faisait arrêter ou tuer. Ici, c'était normal. Les gens se plaignaient de leurs dirigeants tout le temps et rien ne leur arrivait. « Tu peux être en désaccord avec le gouvernement ?» a demandé Greta. Framit a ri. Bien sûr, c'est ce que la liberté signifie. Je vote pour qui je veux, je dis ce que je pense. Le gouvernement travaille pour nous, pas l'inverse. Cette idée était si étrange que Greta avait du mal à la comprendre. Le gouvernement travaille pour le peuple, pas le peuple travaillant pour le gouvernement. C'était à l'envers de tout ce qu'elle savait. Mais pas tout le monde n'a changé comme Greta. Environ 250 des 847 femmes ont refusé d'accepter ce qu'elles voyaient. Elles étaient dirigées par des femmes plus âgées qui avaient été membres du parti nazi avant la guerre. Des femmes qui croyaient fortement à la cause, des femmes qui ne pouvaient pas lâcher prise. La leader de ce groupe était une femme nommée Hilda Kraus. Elle avait 35 ans et avait été organisatrice du parti nazi à Berlin. Elle rassemblait les résistants ensemble chaque soir et leur rappelait. C'est tous des mensonges, de la propagande. Ils essaient de briser notre morale. Restez forts. Souvenez-vous qui vous êtes. Souvenez-vous du Führer. Ces femmes ont maintenu les protocoles nazis même en prison. Elles ont refusé d'être amicales avec les Allemands canadiens. Elles ne parleraient aux gardes que si elles y étaient que forcées. Elles mangeaient la nourriture, mais insistaient sur le fait que c'était un piège. Tout était un stratagème conçu pour les affaiblir. Puis il y avait des femmes comme Liesl, celle coincée au milieu. Elle croyait ce qu'elle voyait, mais était terrifiée par ce que cela signifiait. Si tout était un mensonge, en quoi pouvait-elle croire? Tout son monde avait été construit sur l'idéologie nazie. Si ce fondement était faux, qu'est-ce qui restait? Liesl travaillait à la ferme Bauer chaque jour. Madame Bauer la traitait avec gentillesse, la nourrissait bien, lui parlait de la vie au Canada, mais Liesl ne pouvait pas l'accepter pleinement. La nuit, elle restait au lit à se disputer avec elle-même. Peut-être que c'est de la propagande, mais cela semble réel. Mais peut-être que c'est le point. Mais le vieil homme qui pleurait sa petite fille était réel. Mais peut-être qu'ils sont tous des acteurs. Ses pensées tournaient en rond. Les tensions entre les groupes s'aggravaient. Un soir en novembre, Greta et Hilda se sont engagées dans une querelle hurlante au dortoir. Greta parlait de démocratie avec quelques jeunes femmes. Hilda a entendu et a explosé. « Tu es une traître !» a crié Hilda. « Tu trahis la patrie !» a crié Greta en retour. « Je vois enfin la vérité.
On nous a menti, utilisé, jeté. Le Führer sait ce qui est le mieux. Le Führer détruit l'Allemagne tout en nous nourrissant de mensonges. D'autres femmes se sont jointes des deux côtés, les voix se sont élevées, les poussées en contestation ont commencé. L'un des gardes a dû intervenir et les séparer. Il a fait que tout le monde aille se coucher sans dire un autre mot. Mais le mal était fait. Les 847 femmes n'étaient plus unies. Elles étaient divisées en camps au sein du camp. En décembre 1943, le service postal canadien a commencé à permettre aux femmes d'écrire des lettres à la maison. Pas beaucoup, une lettre par mois. Et chaque lettre était lue par des censeurs qui supprimaient tout ce qui était sensible. Mais elle pouvait toujours écrire. Greta a écrit à sa mère. La version censurée disait « Chère mère, je vais bien. Le travail n'est pas difficile. La nourriture est bonne. Je prie pour toi chaque jour. Le Canada n'est pas ce qu'on nous a dit. Les gens ici sont gentils. J'espère que cette lettre te trouvera en sécurité. Ta fille aimante, Greta. » Ce qu'elle aurait voulu écrire mais ne pouvait pas était « Mère, on nous a menti sur tout. L'ennemi n'est pas barbare, il n'est pas cruel. Il nous traite mieux que notre propre armée ne l'a jamais fait. Je ne sais pas si nous combattons du bon côté. Je pense peut-être que nous sommes les mauvais. J'ai tellement peur et je suis confuse. » Mais cette vérité devait rester dans son journal. Le journal qu'elle gardait caché sous son matelas. Le journal où elle écrivait tout honnêtement. Elle remplissait page après page de ses pensées, ses peurs, ses réalisations. Un jour, elle espérait le montrer à quelqu'un qui comprendrait. Leisel a aussi écrit à la maison. « Chère mère, je travaille maintenant à la ferme. La famille est gentille. Ils parlent l'allemand comme toi. Je suis en bonne santé et en sécurité. Tu me manques et je pense à toi toujours. Ta fille Leisel. » Elle n'a pas écrit sur les 2 voitures ou les machines électriques ou le téléphone. Elle n'a pas écrit sur le fait d'avoir plus de nourriture qu'elle n'en avait jamais eu à la maison. Elle n'a pas écrit sur sa confusion et sa douleur, juste les choses sûres, les choses qui passeraient tels les censeurs. Magda a écrit avec soin. Elle était assez intelligente pour savoir comment dire les choses sans les dire. « Chers collègues, à Berlin, j'ai beaucoup appris sur l'Allemagne, ici au Canada. Les Allemands qui vivent ici maintiennent notre culture tout en embrassant la liberté. C'est une leçon précieuse sur ce qui est possible. J'espère que nous apprendrons tous de telles leçons. Cordialement, Margaret. Les censeurs l'ont laissé passer parce que cela semblait innocent. Mais Magda disait tout ce qu'elle avait besoin de dire, si quelqu'un à la maison était assez intelligent pour lire entre les lignes. Les gardes et les civils canadiens allemands ont remarqué les changements chez les femmes. Ils ont vu certaines prisonnières s'ouvrir et poser des questions. Ils en ont vu d'autres se retirer et devenir plus dures. Les civils gentils ont essayé d'aider celles qui se transformaient. Framit a invité Greta à son église un dimanche, une église luthérienne allemande où le service était moitié en allemand et moitié en anglais. Greta s'est assise dans le banc et a écouté le pasteur prêcher sur l'amour, le pardon et la paix, pas sur le sacrifice pour l'État, pas sur le devoir envers le Führer, juste l'amour, le pardon et la paix. Elle a pleuré pendant tout le service. La famille Bauer a inclus Leisel dans ses dîners du dimanche. Elles ne l'ont pas poussée à changer d'avis sur quoi que ce soit. Elles lui ont juste montré leur vie, lui ont laissé voir à quoi ressemblait la normalité, lui ont fait vivre des repas en famille, des rires et de la chaleur. Lentement, très lentement, Leisel a commencé à s'adoucir. Le personnel de l'hôpital a apporté des livres à Magda. Des livres sur la philosophie politique, des livres sur la démocratie, des livres sur l'histoire écrits sous des perspectives qu'elle n'avait jamais vues. Elle a tout lu. Son esprit vif l'a absorbé tout. Elle construisait une nouvelle compréhension du monde, pièce par pièce. En hiver, les 3 groupes étaient clairs. Les transformatrices constituaient environ 340 femmes. Les résistantes tenaient bon à environ 250 femmes. Le milieu très conflictuel était environ 257 femmes qui se déplaçaient entre les groupes selon leur humeur et leur niveau de peur. Ce qu'elles comprenaient toutes maintenant, même les résistantes qui ne l'admettraient pas, c'était que la propagande était puissante. On pouvait vous dire des mensonges tellement de fois qu'ils devenaient votre vérité. L'ennemi qu'elle craignait était inventé. La menace contre laquelle elle combattait n'existait pas. Tout était construit sur la manipulation et le contrôle.
Elle comprenait que le vrai pouvoir n'avait pas besoin de propagande constante. Le Canada n'avait pas d'affiches partout disant aux gens quoi penser. L'Allemagne couvrait chaque mur de messages nazis. Lequel était vraiment fort? Celui qui devait constamment te dire qu'il était fort ou celui qu'il était simplement? Elle comprenait que leur patrie n'était pas ce qu'elle pensait. Les lettres qui arrivaient enfin d'Allemagne, à la fin de 1943, racontaient des histoires horribles. La famine, les bombardements chaque nuit, les villes en ruine. La guerre que l'Allemagne avait commencée détruisait l'Allemagne. Pendant ce temps, le Canada envoyait des hommes combattre, mais la vie à la maison continuait. Les usines fonctionnaient, les gens mangeaient, les enfants allaient à l'école. C'était la différence. Magda a écrit dans son carnet « Une froide nuit de décembre ». Elle a écrit « Le pouvoir construit sur les mensonges se détruit finalement lui-même. Le pouvoir construit sur la vérité perdure. L'Allemagne a choisi les mensonges. Maintenant, l'Allemagne paie le prix, et nous, les croyantes, le payons avec elle. » Greta a écrit dans son journal « J'étais tellement fière de servir la patrie, je pensais que j'aidais l'Allemagne à devenir grande. Maintenant, je vois que j'aidais l'Allemagne à se détruire elle-même. Nous étions des outils, des armes utilisées et jetées. Le Führer ne se soucie pas si nous vivons ou mourons. Mais Madame Schmidt, mon ennemie, pleure quand elle entend que son cousin meurt de faim. Qui se soucie vraiment des Allemands? Pas le gouvernement allemand. Liesl n'a rien écrit dans un journal. Elle n'était pas une écrivaine, mais elle pensait constamment chaque nuit, allongée dans son lit, chaud, mangeant de la nourriture qui aurait été un festin à la maison. Elle pensait à son frère en Russie. Avait-il froid? Avait-il faim? Était-il toujours vivant? Et s'il souffrait pendant qu'elle était confortable, qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que la guerre était mauvaise. Cela signifiait qu'ils étaient du mauvais côté. Cela signifiait que tout ce en quoi elle croyait était à l'envers. L'hiver de 1943 était le moment le plus difficile, pas à cause du froid ou de la faim. Elles avaient de la chaleur et de la nourriture. C'était difficile parce qu'accepter la vérité signifiait détruire qui elle pensait être. Et cela faisait plus mal que n'importe quelle douleur physique. Le 7 mai 1945. Les gardes ont appelé les 847 femmes à se rassembler dans la salle principale du collège Saint-Jérôme. La radio a été montée fort. Tout le monde s'est tenu tranquille en attendant. Puis l'annonce est venue. L'Allemagne s'était rendue. La guerre en Europe était terminée. La salle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis certaines femmes ont commencé à pleurer. D'autres se sont effondrées dans des chaises. Quelques-unes ont souri de soulagement. La plupart se sont juste tenues là, essayant de traiter ce que cela signifiait. Après 6 ans de guerre, c'était enfin fini. L'Allemagne avait perdu. Tout le monde pour lequel elles avaient combattu avait perdu. Tout ce en quoi elles croyaient s'était effondré. Greta a senti ses genoux faiblir. Elle s'est assise durement sur le sol. C'était fini. La guerre qui avait tué des millions, la guerre qui avait détruit des villes, la guerre qui avait pris son fiancé, fini. Elle a chuchoté « Merci Dieu que ce soit fini ». Liesl a pleuré dans ses mains. Pas de tristesse, de soulagement si fort que cela faisait mal. Peut-être que son frère avait survécu, peut-être qu'il pouvait rentrer à la maison maintenant. Peut-être que les morts s'arrêteraient. Magda se tenait les bras croisés, le visage vide. Mais à l'intérieur, elle pensait « L'Allemagne a perdu. Le régime nazi était terminé. Qu'est-ce qui se passerait maintenant? Qu'adviendrait-il de l'Allemagne? Qu'adviendrait-il d'elle? » Dans les semaines suivantes, des nouvelles arrivaient d'Allemagne. C'était pire que quiconque l'avait imaginé. Berlin était des décombres. Hambourg était détruit. Les villes qu'elle connaissait avaient disparu. Des millions de personnes étaient déplacées et sans abri. La famine partout. Les chefs nazis étaient recherchés et arrêtés. Tout le pays s'était effondré dans le chaos. Le gouvernement canadien a commencé à planifier le rapatriement, renvoyant les prisonnières à la maison. Mais ils ont donné aux femmes un choix. Elles pouvaient retourner en Allemagne ou elles pouvaient demander à rester au Canada. Si elles restaient, elles avaient besoin d'un parrain, d'un emploi et devaient passer un contrôle de sécurité pour s'assurer qu'elles n'étaient pas dangereuses.
Ce choix a déchiré les femmes. Rester dans le pays qui était leur ennemi ou retourner à la patrie qui les avait trompées. Les deux options semblaient mauvaises et bonnes à la fois. Greta a décidé de retourner. Elle devait trouver sa mère, devait savoir si sa famille avait survécu au bombardement. Même si l'Allemagne était détruite, c'était toujours la maison. Elle ne pouvait pas abandonner sa mère. Elle a promis à Framit qu'elle y écrirait. Madame Schmidt lui a donné un paquet de nourriture à emporter et une adresse pour écrire si elle avait besoin d'aide. Leisel a choisi de rester. La famille Bauer a offert de la parrainer. Ils ont dit qu'elle pouvait travailler à la ferme et demander la citoyenneté. Quand Leisel a dit à Madame Bauer sa décision, la femme plus âgée l'a serrée dans ses bras et a pleuré. « Tu es famille maintenant », a dit Madame Bauer. Leisel a pensé à son village en Bavière, pensé à la petite ferme sans électricité, pensé à l'avenir qui l'attendait là, s'il restait quelque chose du tout. Puis elle a moins la pensée au Canada, avec son abondance et sa liberté. Le choix était clair. « Il n'y a rien qui m'attend en Bavière », a-t-elle dit à Greta. « Ici j'ai un avenir. » Magda a aussi choisi de rester. L'hôpital lui a offert un emploi permanent comme traductrice et infirmière. Elle n'avait pas de famille à Berlin. La ville était divisée entre les soviétiques et les alliés occidentaux. Maintenant, la zone soviétique était dangereuse pour quiconque avait travaillé pour le gouvernement nazi, même d'une petite manière. Rester au Canada signifiait la sécurité et une chance d'aider d'autres réfugiés. Elle a accepté immédiatement. Sur les 847 femmes, 300 ont décidé de rester. Les 547 autres rentreraient à la maison. La communauté canadienne-allemande a organisé une cérémonie d'adieu au Club Concordia en octobre 1945, le même endroit que l'Oktoberfest 2 ans plus tôt. Tout le monde est venu. Les femmes qui partaient, les femmes qui restaient, les familles canadiennes-allemandes qui les avaient aidées, les gardes qui les avaient à surveiller. Il y avait des larmes et des étreintes. Les adresses ont été échangées, des promesses d'écrire ont été faites. La communauté canadienne-allemande a donné à chaque femme retournant en Allemagne un colis d'aide. De la nourriture, du savon, des vêtements, des médicaments, des choses que l'Allemagne n'avait plus, des choses qui pourraient les garder en vie. Le commandant des gardes, un homme tranquille qui les avait supervisés pendant 2 ans, a prononcé un court discours. « Vous n'avez jamais été nos ennemis, a-t-il dit. Juste des gens pris dans une terrible guerre. Nous vous souhaitons du bien. Nous espérons que vous trouverez la paix. » Greta a étreint Framit. Elle pleurait toutes les deux. Framit a glissé une lettre dans la main de Greta. « Pour ma cousine à Hambourg, si tu la trouves, s'il te plaît, donne-lui ceci. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je prie pour elle. Décembre 1945. » Les 547 femmes qui ont choisi de retourner ont embarqué sur des navires dans le port d'Halifax. Le voyage était différent de leur arrivée. Elles savaient ce qui les attendait maintenant, des décombres, la famine, un pays brisé. Mais elles savaient aussi quelque chose d'autre. Elles savaient à la vérité. Elles savaient à quoi ressemblait la liberté. Elles savaient que leur gouvernement les avait trompées. Elles portaient cette connaissance comme un poids lourd. Ce qu'elles portaient physiquement étaient des colis de la Croix-Rouge, remplis de nourriture et de vêtements, des lettres de recommandation de leurs employeurs canadiens, des adresses de contact de familles canadiennes-allemandes, des photos et de petits souvenirs de leur temps au Canada. Greta portait son journal, maintenant 192 pages, chaque mot un enregistrement de sa transformation. Ce qu'elle portait mentalement était plus difficile à décrire. La connaissance que tout ce en quoi elle croyait était faux, la compréhension de ce que la vraie liberté signifiait, la culpabilité pour ce que l'Allemagne avait fait au monde, l'espoir que l'Allemagne pourrait se reconstruire sur de meilleurs principes, les souvenirs de gentillesse de personnes qu'on leur avait appris à haïr. Le navire a accosté à Bremerhaven en janvier 1946. Les femmes ont descendu la passerelle dans un pays qu'elles reconnaissaient à peine. Le port était endommagé. Les bâtiments se tenaient à moitié détruits. Les gens passaient en traînant les pieds, l'air maigre et gris. Les soldats allemands en uniforme déchiré mendiaient de la nourriture. C'était la grande Allemagne en laquelle elle croyait. C'était la nation puissante qui était censée gouverner le monde. Elle était brisée, affamée et vaincue. Greta a pris un train pour Hambourg. Le voyage a pris 2 jours parce que les lignes ferroviaires étaient endommagées.
Quand elle est finalement arrivée, elle ne pouvait pas croire ses yeux. Hambourg avait disparu. Pas endommagé, disparu. Bloc après bloc de décombres, les bâtiments brûlés en coquilles, des cratères où se trouvaient autrefois les rues. Les gens vivaient au sous-sol de maisons détruites. Elle a trouvé sa mère vivant dans ce qui restait de leur ancien immeuble d'appartement. Juste 2 pièces, encore debout, dans une structure qui abritait autrefois 20 familles. Sa mère était vivante mais à peine. Elle pesait 43 kg. Ses vêtements pendaient sur elle comme des draps sur un squelette. Quand Greta est entrée, sa mère l'a regardée comme si elle voyait un fantôme. Greta a laissé tomber son colis de la Croix-Rouge sur le sol. Il s'est ouvert et les boîtes de conserve ont roulé sur les planches de bois cassées. Sa mère s'est agenouillée et a commencé à pleurer. De la vraie nourriture, de la nourriture du Canada, de la nourriture qui pourrait la garder en vie un autre mois. Greta s'est agenouillée et a tenu sa mère. Les premiers mots qu'elle a prononcés étaient « Maman, j'ai apporté de la nourriture ». Les deuxièmes mots qu'elle a prononcés étaient « Ils nous ont menti sur tout ». Sa mère a juste hoché la tête. Elle le savait déjà. Tout le monde en Allemagne le savait maintenant. Les mensonges étaient devenus évidents quand les mensonges ne pouvaient plus protéger personne de la vérité. Leisel a écrit des lettres du Canada aux voisins de son ancien village en Bavière. Elle a décrit le Canada. Elle a exhorté quiconque pouvait le faire à immigrer. Elle a envoyé des colis de nourriture par des organisations religieuses chaque fois qu'elle le pouvait. Sa mère a écrit en retour en mars 1946. La lettre disait « Tu as eu de la chance d'être capturée. Tu as été sauvée, de la chance d'être prisonnière, sauvée par l'ennemi. Le monde s'était retourné. 1946 à 1950. Les années après la guerre ont été difficiles pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui sont retournés en Allemagne. Greta est restée à Hambourg avec sa mère. Elle a utilisé son anglais et son expérience canadienne pour obtenir un emploi auprès des forces d'occupation britanniques en tant que traductrice. Les soldats britanniques avaient même besoin d'aide pour parler aux civils allemands. Greta a aidé à traiter les réfugiés qui affluaient des territoires orientaux, des gens qui avaient été forcés de quitter leur maison par l'avancée de l'armée soviétique. Elle n'a jamais oublié Framit. Elles ont échangé des lettres pendant 40 ans, de longues lettres sur leur vie, leur famille, leurs souvenirs. En 1948, Greta a rencontré un soldat britannique nommé Robert. Il était gentil et doux, et lui rappelait que tous les militaires n'étaient pas cruels. Elles se sont mariées et elle a déménagé en Angleterre avec lui. Elle était allemande, a vécu au Canada en tant que prisonnière et est devenue britannique par mariage. Sa vie a traversé toutes les lignes de bataille de la guerre. En 1961, Greta a publié un livre. Elle l'a appelé « L'ennemi qui nous a nourris ». C'était son journal de ses années au Canada avec des détails supplémentaires ajoutés de mémoire. Le livre racontait la vérité sur la façon dont les ennemis canadiens traitaient les prisonniers allemands, mieux que le gouvernement allemand ne traitait ses propres soldats. Certaines personnes en Allemagne se sont mises en colère contre le livre. Elles ont dit qu'elle était une traître, mais beaucoup plus de gens l'ont lu et ont hoché la tête parce qu'elles savaient qu'elle disait la vérité. Leisel est devenue citoyenne canadienne en 1950. Cela a pris 5 ans de paperasse, d'entrevues et d'attente. Mais finalement, elle s'est tenue dans un tribunal et a juré fidélité au Canada. Elle a pleuré pendant toute la cérémonie. En 1952, elle a épousé Johann Bauer, le plus jeune fils de la famille, qui l'avait parrainé. Elles ont eu 4 enfants ensemble et les ont élevés à la ferme à l'extérieur de Kitchener. Ces enfants ont grandi en parlant l'allemand à la maison et l'anglais à l'école, tout comme leur père l'avait fait. En 1953, Leisel a amené sa mère d'Allemagne au Canada. La vieille femme est descendue du train à Kitchener et a regardé autour d'elle les rues propres et les gens bien nourris et les magasins pleins de marchandises. Ses premiers mots ont été « Maintenant je comprends tes lettres. Tu ne mentais pas, cet endroit est réel. » La mère de Leisel a vécu encore 20 ans au Canada, ne regrettant jamais une seule fois d'avoir quitté l'Allemagne. Magda est devenue chef traductrice à l'hôpital Kitchener-Waterloo en 1955. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a dit qu'elle était mariée à son travail et que son travail était d'aider les gens. Elle a consacré sa vie à aider les réfugiés allemands à s'installer dans la région de Waterloo. Entre 1947 et 1960, elle a personnellement aidé à traiter plus de 2400 réfugiés.
Elle leur a trouvé un logement, des emplois et des cours de langue. Elle a traduit leurs documents et leurs peurs et leurs espoirs. En 1982, le gouvernement canadien a donné à Magda l'Ordre du Canada. C'est l'un des plus hauts honneurs que le Canada accorde aux civils. La cérémonie s'est déroulée à Ottawa. Magda se tenait dans sa plus belle robe, maintenant 71 ans, tandis que la gouverneure générale épinglait la médaille à sa poitrine. La citation disait qu'elle était honorée pour son travail humanitaire et pour avoir construit des ponts entre les communautés. Les gens à Kitchener l'appelaient l'ange de Kitchener. Elle a souri en entendant cela, mais a dit qu'elle faisait juste ce que n'importe qui devrait faire. Les 300 femmes qui sont restées au Canada ont construit des vies là. En 1950, les 300 étaient devenues citoyennes. Elles se sont mariées et ont eu des enfants et sont devenues partie de la communauté. 47 d'entre elles ont épousé des hommes canadiens, principalement des hommes d'origine allemande, qui comprenaient leur langue et leur culture. Ces femmes ont aidé à parrainer plus de 3000 réfugiés allemands dans les années 1950, utilisant leurs propres expériences pour aider les nouveaux venus à s'adapter à la vie canadienne. Les 547 femmes qui sont retournées en Allemagne ont eu des vies plus difficiles. Elles ont vécu les années des décombres, les hivers froids sans carburant, la faim qui a duré jusqu'à ce que le plan Marshall apporte l'aide américaine. Mais beaucoup d'entre elles sont devenues des défenseurs de la démocratie dans la Nouvelle-Allemagne. Elles avaient vu à quoi ressemblait la liberté. Elles savaient qu'il était possible d'être allemand sans être nazi. 34 de ces femmes ont finalement déménagé au Canada dans les années 1950 et 1960, amenant leur famille avec elles. Leurs expériences ont aidé à façonner la façon dont l'Allemagne s'est reconstruite. Certaines ont travaillé avec les autorités d'occupation alliées, aidant à créer des institutions démocratiques. D'autres ont juste vécu leur vie, mais ont enseigné à leurs enfants la vérité sur la guerre. Elles étaient des témoins de ce que la propagande pouvait faire et ce que la liberté signifiait. Pendant des décennies, les femmes qui sont restées au Canada et celles qui sont retournées en Allemagne se sont écrites des lettres. Elles ont partagé des nouvelles sur leur vie, leurs enfants, leurs petits-enfants. Elles ont maintenu les amitiés formées à cette époque étrange où elles étaient des ennemis ou devenant des témoins. En 1983, quelqu'un a eu une idée. C'était le 40e anniversaire de leur arrivée au Canada. Pourquoi ne pas avoir une réunion ? Réunir autant que possible des 847 femmes originales. L'idée s'est propagée par des lettres et des appels téléphoniques. Les femmes, qui ne s'étaient pas vues depuis 40 ans, ont commencé à planifier d'y assister. Le 24 septembre 1983, exactement 40 ans après l'Oktoberfest qui avait tout changé, la réunion s'est tenue au Club Concordia, le même bâtiment où elles avaient déploré et réalisé la vérité. 127 des 847 femmes originales sont venues. Certaines ont volé d'Allemagne, certaines ont conduit de partout au Canada, certaines ont été amenées par leurs enfants et petits-enfants. Elles avaient à toutes environ 60 ans maintenant, aux cheveux gris et ridés. Mais c'étaient toujours les mêmes femmes qui s'étaient tenues saute confuses sur un quai de gare 40 ans plus tôt. Les médias allemands et canadiens sont venus couvrir l'événement. Les journalistes ont interviewé les femmes. Les caméras les ont filmées s'embrassant, pleurant et riant. Elles ont partagé de vieilles photos, elles ont raconté leurs histoires. Elles ont présenté leurs familles les unes aux autres. Greta s'est levée pour parler. Elle avait maintenant 64 ans, vivant en Angleterre, grand-mère de 5 enfants. Elle a dit « En 1943, nous nous sommes demandé « Sommes-nous dans le mauvais pays ?» La réponse était « Non, nous étions dans le bon pays. Nous ne le savions simplement pas encore. » Le Canada nous a montré ce que notre propre pays aurait pu être si nous avions choisi la liberté au lieu de suivre un dictateur. Laïsel a parlé ensuite. Elle avait 59 ans, vivant toujours à la ferme Bauer avec son mari et ses enfants adultes. Cette communauté m'a montré qu'être allemand ne signifiait pas être un nazi. On peut aimer son héritage et aimer toujours la liberté. On peut parler l'allemand et être canadien. On peut être les deux. L'Allemagne a oublié cela, le Canada ne l'a jamais oublié. Magda avait 71 ans. Elle s'est tenue droite et a parlé clairement.
Nous étions des prisonniers de guerre, mais nous avons trouvé la liberté en captivité. Nous sommes venus en tant qu'ennemis et nous sommes partis en tant que témoins de la vérité. Les Canadiens ne nous ont pas emprisonnés. Notre propre gouvernement nous a emprisonnés dans les mensonges. Les Canadiens nous ont libérés en nous montrant à quoi ressemblait la vérité. La réunion a duré 3 jours. Les femmes ont fait don de matériaux au musée de la guerre canadien et aux archives de Kitchener. Le journal de Greta, 847 lettres, 340 photographies de 1943 à 1945. Les dossiers de la Croix-Rouge documentant leur traitement, tout préservé pour que l'histoire ne soit pas oubliée. Leur histoire est devenue partie des leçons scolaires canadiennes sur la façon de traiter les prisonniers de guerre. Elle a aidé à façonner les politiques canadiennes en matière de réfugiés après la guerre. Quand les réfugiés sont venus de Hongrie en 1956 et du Vietnam dans les années 1970, le Canada s'est souvenu comment les prisonniers allemands sont devenus des citoyens canadiens. L'histoire a prouvé que traiter les ennemis avec dignité pouvait les transformer en amis. La communauté germano-canadienne a gagné le respect pour ce qu'elle a fait pendant la guerre. Elles ont montré qu'on pouvait aimer son héritage sans soutenir le mal. Elles ont prouvé que la culture et la politique étaient des choses séparées. Cette leçon était importante à l'époque et reste importante maintenant. En 1998, une étudiante universitaire est venue interviewer Magda. Elle avait 86 ans et était l'une des 3 seules femmes originales encore vivantes. L'étudiante lui a demandé d'expliquer son expérience dans une dernière déclaration. Magda a réfléchi un long moment, puis elle a parlé. « Les gens me demandent comment j'ai pu pardonner aux Canadiens de m'avoir emprisonné. Je leur dis, les Canadiens ne nous ont pas emprisonnés. Notre propre gouvernement nous a emprisonnés dans les mensonges. Les Canadiens nous ont libérés. Ils ont nourri nos corps avec du pain et nos esprits avec la vérité. Nous sommes venus en tant que soldats pour un mensonge. Nous sommes partis en tant que témoins de ce que l'humanité pouvait être, même en guerre. » Elle a fait une pause et a regardé par la fenêtre Kitchener, la ville qui était devenue sa maison. La vraie question n'est pas pourquoi les Germano-Canadiens parlaient l'allemand, c'est pourquoi nous ne savions pas que les Allemands pouvaient être libres, prospères et bons, sans un Führer. Cette réalisation que nous aurions pu avoir ce que ces Canadiens avaient, sans la guerre, sans la haine, sans la mort, c'était la vérité la plus difficile à avaler. La voix de Magda est devenue plus douce mais plus forte. Nous n'étions jamais dans le mauvais pays. Nous étions du mauvais côté. Et c'est les gens que nous appelions ennemis qui nous ont montré ce que notre propre peuple aurait pu être. Les chiffres finaux racontent l'histoire. 847 femmes allemandes sont entrées au Canada entre avril et juin 1943. 0 décès en détention canadienne. 300 sont devenues des citoyennes canadiennes. 547 sont retournées en Allemagne. 127 ont vécu pour assister à la réunion de 1983. 3 étaient toujours vivantes en 1998, quand Magda a donné sa dernière interview. Leur histoire est une note de bas de page dans l'histoire. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, mais c'est aussi un témoignage de l'humanité. Cela prouve que la guerre est menée entre les gouvernements mais vécue par les gens, que la propagande meurt quand elle est confrontée à la bonté humaine, que l'ennemi a souvent plus en commun avec nous que nos propres dirigeants, que la liberté signifie pouvoir aimer son héritage sans haïr les autres. Parfois, le plus grand acte de patriotisme est d'admettre que votre pays avait tort. Parfois, l'humanité transcende la nationalité, même aux heures les plus sombres de l'histoire. Les 847 femmes ont appris cette leçon de la manière la plus difficile. Elles sont venues en tant que croyantes et sont parties en tant que témoins. Et leurs témoignages parlent toujours aujourd'hui, nous rappelant que la vérité est plus forte que les mensonges et que la bonté est plus forte que la haine.